Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Vous connaissez le principe maintenant. Pendant 15 minutes environ, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous Bonjour. répondrons, qui dit bonjour dès maintenant. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Alors bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Première question, avez-vous avancé depuis la semaine dernière dans vos discussions concernant la réalisation de TROD à l'officine, de TROD sérologique, pardon? Pas vraiment. En fait, on a rediscuté un petit peu avec l'assurance maladie. L'assurance maladie n'est pas sûre que le dispositif va véritablement se mettre en place. Ils sont pour parler également au ministère pour le mettre en place ou pas dans les centres de vaccination. L'utilité de ce TROD sérologique, sachant qu'il va y avoir quand même beaucoup de négatifs, est en question. Donc, vous savez qu'on ne s'était pas mis d'accord sur le tarif de 8 euros pour le TROD sérologique. Bon, la question donc se posera si jamais le gouvernement met en place le dispositif. Encore une fois, c'est un dispositif réglementaire, donc ce n'est pas une négociation conventionnelle. Donc, on verra si ça se met en place et quel sera le tarif. Et puis, chacun sera libre de faire ce qu'il voudra. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas encore acté du tout que le dispositif se mette en place. Voilà. Donc, on y reviendra peut-être la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura des infos supplémentaires la semaine prochaine. Et concernant donc la vaccination anti-Covid, quelles sont les dernières évolutions à noter? Alors, les dernières évolutions, bien sûr, on a envoyé une news sur le sujet à tous les pharmaciens. Donc, nous avons le délai pour les vaccins Pfizer et Moderna, qui est désormais entre 3 semaines et 7 semaines, donc entre 21 et 49 jours pour la deuxième dose. Nous avons comme nouveauté les adolescents qui peuvent se faire à partir de 12 ans, qui peuvent se faire vacciner par le vaccin Pfizer. Donc, pour l'instant, uniquement en centre. Il y a des zones, néanmoins, en France qui commencent à expérimenter la vaccination par Pfizer en officine dans le cadre du dispositif Aller Vert. Mais ce sont des expérimentations puisque les vaccins sont allés à chercher à l'hôpital. Et donc, il faudra bien attendre l'automne pour que le vaccin Pfizer arrive en officine via le grossiste répartiteur, comme je l'avais dit la semaine dernière. Enfin, il y a deux choses à savoir, c'est qu'il y a quand même encore 500 000 doses de Moderna dans le circuit ville, dans les frigos des pharmaciens et des médecins. Donc, ce qui veut dire qu'il faut mettre en place un dispositif d'affichage en disant que vous avez des doses, si jamais c'est le cas, parce qu'il ne faut pas qu'elles périment, évidemment, ces doses de Moderna. Et enfin, une confirmation de ce que je vous disais la semaine dernière, même si vous avez 3 patients, 3 personnes qui souhaitent se faire vacciner avec Astra, vous percutez le flacon. Donc, vous, avec l'espoir d'en avoir un 4e, un 5e, mais n'attendez pas pour percuter le flacon si vous avez des volontaires pour AstraZeneca. Donc, il n'est pas question de laisser se périmer les flacons dans les frigos. Vaut mieux vacciner 3 personnes que 0 et laisser le périmer le flacon. Voilà les dernières nouveautés sur la vaccination. Alors, il y a une question là qui revient d'ailleurs souvent dans notre live sur l'impression des QR codes par le pharmacien. Est-ce que les pharmaciens doivent le faire à leurs patients? Le QR code qui atteste de la vaccination. Alors, il faut effectivement que je fasse une communication grand public, en fait, parce que la communication s'adresse au grand public, pas aux pharmaciens. Effectivement, il y a un dispositif qui a été mis en place par l'assurance maladie. Peut-être je vais demander aux équipes de la Fédé de faire une petite affichette pour mettre en officine pour que ça rende plus simple la possibilité pour le pharmacien de dire si vous voulez imprimer quelque chose, c'est à cet endroit-là. Donc, Amélie a mis en place ce dispositif d'impression.
Après, donc, je vais essayer d'informer le grand public et je vais essayer de donner des moyens pour que les pharmaciens puissent dire aux gens d'imprimer directement de chez eux via ce dispositif. Après, moi, vous me verrez jamais appeler à ne pas faire une action euh, qui sert les gens, quoi. Moi, il est à peu près sûr que si quelqu'un me le demande à mon officine, je vais le lui faire, même si je vais essayer d'abord de lui dire d'aller sur Amélie Pro. Vous savez, on a dans cette. C'est un petit peu la même notion que pour les trottes sérologiques. On peut dire, on peut essayer d'expliquer les choses, on peut essayer de les améliorer, de faire qu'elles soient plus simples à faire, mais la place qu'a pris l'officine dans cette, du fait de cette crise épidémique ne doit pas être mise à mal dans les dernières actions qui nous restent à mener. On a eu vraiment une onction populaire sur notre façon d'aborder la pandémie, et moi je ne ferai rien qui soit quelque chose qui puisse mettre à mal l'image de la pharmacie vis-à-vis des patients. Vous dire, vous voulez pas que ça freine la venue des patients pour se faire vacciner en officine, quoi. D'une part ça, et puis plus généralement, on a gagné des points, je dois dire, dans la confiance, dans le relationnel, et donc ça, c'est important de le conserver. Même si, voilà, il y a un dispositif qui existe pour imprimer soi-même, il faut l'utiliser. Alors, par ailleurs, une réunion sur le développement de la e-prescription s'est tenue le 15 juin. Quand va-t-elle se mettre réellement en place, Philippe? Je crois qu'il y a déjà des expérimentations. Il y a des expérimentations dans 3 départements. Elles vont être relancées, ces expérimentations, chez tous les éditeurs de logiciels et probablement dans d'autres endroits de France. En vérité, la e-prescription, pour nous, elle est utile pour régler un problème que nous avons, qui est celui des prescriptions médicales qui font suite à des téléconsultations. Ces prescriptions médicales où les gens arrivent avec des smartphones, avec une impression, avec une image d'une prescription médicale d'un médecin qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas s'il est conventionné avec l'assurance maladie française, tout ça, qui ne sait pas si d'ailleurs si l'ordonnance a déjà été utilisée ailleurs, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Tout ça nuit à la sécurisation de la délivrance, et donc il faut commencer par là. Donc, moi, ce que j'ai dit au directeur général de l'assurance maladie, c'est si vous voulez que ça nous serve à nous pharmaciens et que ça serve à la sécurité sanitaire, la e-prescription, il faut commencer avec les téléconsultations. C'est-à-dire qu'une téléconsultation doit déboucher sur une e-prescription, et à ce moment-là, on commencera à y voir un peu plus clair. Pour résumer quand même le propos pour mes confrères qui peut-être ne l'ont pas su, une e-prescription, en fait, c'est un QR code qui est sur soit le PDF de l'ordonnance, soit une ordonnance papier, donc soit sur un écran, soit sur le smartphone du patient, soit sur une ordonnance papier. Et ce QR code, avec la carte de professionnel de santé du pharmacien, permet d'aller chercher la prescription dans la base de données qui est sécurisée de l'assurance maladie. Et donc, ça nous permet d'être sûr que l'ordonnance est faite par un médecin conventionné et qu'elle n'a pas été délivrée. En fait, il y a un numéro de prescription qui est un numéro unique, comme un numéro de billet de banque, et ça permet de sécuriser la délivrance. Donc, on y va pas à pas sur cette e-prescription, mais on y va. Si vous m'en croyez, ce sera le quotidien des pharmaciens autour de la téléconsultation, probablement dès 2022. Et la généralisation, elle prendra des années. D'accord. Alors, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le lancement de 3 missions pour une modernisation ambitieuse de la santé publique en France. Allez-vous y être associé, vous qui défendez justement une politique de santé publique en France? Bah oui, en fait, la première réunion a lieu lundi. Donc, D'accord. 3 groupes de travail, un groupe de travail sur les instances qui vont permettre de mettre en route la santé publique, un groupe de travail sur
comment améliorer la vision de la santé par le grand public, ce coup-ci. Donc, voilà. Et un groupe de travail sur la formation. Comment faire pour avoir des outils innovants permettant de former des publics de façon très, très rapide. Ça nous aurait bien servi, par exemple, pour les tests antigéniques. Ça nous aurait bien servi aussi pour, dans certains cas, pour la vaccination, voilà. Donc, tout ça, c'est cette mission-là, la troisième, donc, qui nous a contacté en premier. Et donc, nous allons être auditionnés lundi sur de la formation avec des nouveaux outils donc, à mettre en place sur la formation. Très bien. Je vous propose maintenant de répondre à la question de Thierry Guillaume, président du syndicat des pharmaciens de la Gironde, sur la permanence des soins. Oui, bonsoir Philippe. J'ai une question en 3 points à te poser à propos de la permanence des soins. Il existerait un service de garde et un service d'urgence. Une différence entre les deux. Est-ce que tu peux nous la préciser, s'il te plaît? Ensuite, je me pose la question de savoir que devient le service de garde entre midi et 2, puisqu'il y a toujours une rémunération qui est prévue à ce sujet. Enfin, je me pose la question du repos compensateur obligatoire que l'on prendrait si on avait les moyens de le prendre suite à une garde. Alors en fait, il n'y a pas une, mais 3 questions. Alors la première sur la différence entre service de garde et service d'urgence, la deuxième sur la rémunération du service de garde entre midi et 14 heures, et enfin la troisième sur le repos compensateur à la suite d'une garde, Philippe. Alors, sur la première, c'est assez simple, hein. Le service de garde est un service qui peut s'assimiler à la journée, c'est-à-dire les dimanches et jours fériés. Le service d'urgence, c'est un service qui est associé à une astreinte et qui correspond aux nuits. Voilà. Sur la deuxième question, il y a une indemnité de 2 euros pendant les journées qui est prévue, qui est une majoration de 2 euros pour les gardes, et entre midi et 2, ça peut être considéré comme une période de garde si l'organisation professionnelle en charge, c'est-à-dire les syndicats du département, l'ont décidé ainsi. Hein, voilà. Et quant à la troisième cas, il y a effectivement un repos compensateur pour les salariés qui sont amenés à faire des gardes, qui est dans la convention collective de la pharmacie d'officine. En revanche, rien n'est prévu pour les titulaires, et c'est bien le problème, et c'est bien une des choses à laquelle nous comptons nous attaquer dans une prochaine réforme de la permanence des soins. D'accord, permanence des soins qui sera au cœur des prochains amphis de l'officine qui se dérouleront à la fin du mois, Philippe. Et oui, vous faites bien de m'en parler, c'est important. Donc le 30 juin au matin, donc vous êtes tous invités parce que ce sera en live. Il y aura des gens, quelques happy few qui seront en présentiel à la fédération, et nous avons effectivement une matinée de colloque sur urgence et officine avec un plateau qui sera très important, puisque nous aurons donc le professeur Carly, qui est responsable des urgences au SAMU de Paris. Oui. Nous aurons le député Thomas Meignet, rapporteur du PLFSS et urgentiste lui-même, député de la République En Marche. Nous aurons Sophie Augros, responsable de la direction générale de l'offre de soins des professionnels de santé. Nous aurons 2 de nos présidents, un président du RPS plutôt, Luc Mougin de Bretagne, un président de syndicat, Philippe Vergne, et nous aurons une représentation des patients pour dialoguer de 2 sujets, justement la nuit et le jour, comment améliorer la permanence des soins pharmaceutiques pendant la journée, et comment améliorer la permanence des soins pharmaceutiques la nuit en lien avec le service d'accès aux soins qui est en train de se développer, qui est en train de se mettre en place. Et donc, c'est ça l'objet du colloque. Et suite à ce colloque, eh bien, j'espère que nous pourrons dégager des idées, des pistes pour réformer notre système de permanence des soins. Donc ça, c'est le 30 juin à partir de 9 h. C'est ça. Alors, nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Attention, petit jingle. C'est à vous, Philippe. Est-il vrai que des pharmaciens en ligne installés à l'étranger peuvent faire de la pub en France? Alors, il est exact que
il y a eu un débat là-dessus avec Shop Apothec, avec nos amis des groupements qui ont réussi à gagner en justice à la Cour européenne pour dire le droit, qui est qu'en fait, les pharmaciens, enfin les dispositions, les acteurs européens doivent se conformer aux règles du pays d'origine. Et les règles de la France, c'est que le médicament peut certes être vendu sur Internet, mais à partir d'une officine physique. Donc ça, nous avons gagné. Les groupements ont gagné, je les ai félicités. Effectivement, il y a un sujet, c'est qu'il faut, pour que ce soit applicable, que le gouvernement français notifie l'ensemble des pays européens de cette décision. Cette notification est en cours, de ce que j'en sais, mais n'a pas été faite. Et je dois vous dire que j'ai des bruits m'indiquant qu'il y a des acteurs qui souhaitent venir sur le marché français. Donc, il est extrêmement important. Je pense que nous allons y veiller à ce que le gouvernement fasse cette notification. Je prends une autre question. Question suivante, oui. Qu'en est-il du nombre d'adjoints en fonction du CA? Merci beaucoup. Oui, je crois que j'ai déjà répondu à cette question la semaine dernière, mais je veux bien y revenir. Il y a un décret en cours qui sera probablement au journal officiel soit cet été, soit au plus tard, en début d'automne, qui va changer la règle. Et la règle, ce sera donc que ce sera un nombre de pharmaciens dans une officine en fonction du chiffre d'affaires, mais en excluant la part de prix des médicaments chers, des médicaments sans marge. Donc, concrètement, on aura à déclarer chaque année aux ARS un chiffre d'affaires moins cette part-là. Donc, concrètement, on peut très bien avoir une officine qui fait 1,6 million de chiffre d'affaires et qui, en fait, va déclarer 1,2 million parce qu'elle a beaucoup de produits chers. Donc, c'est sur cette base-là que sera calculé le nombre d'adjoints, la base minorée. Alors, une dernière question, Philippe. Une dernière. Bonjour, j'ai vu passer un article comme quoi les ICPS des adjoints étaient désormais valides pour déclarer la vaccination et donc déclencher la rémunération. Pouvez-vous le confirmer? Merci. Je confirme que les ICPS des adjoints sont tout à fait valides pour déclarer la vaccination. En revanche, il y a un bug pour le déclenchement automatique de la rémunération. Il n'est pas réglé. Et ça veut dire que si une officine utilise la ICPS des adjoints, c'est correct en traçabilité, c'est ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, le bug informatique n'est pas réglé et donc vous serez payé des 5,40 €, mais à la Saint-Glinglin, enfin, comme fait habituellement l'assurance maladie, c'est-à-dire quand ils vont faire le rattrapage manuel de tout ça. Donc, c'est quand même assez frustrant comme réponse, j'en conviens, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que donc, vous avez le droit et vous devrez normalement utiliser la ICPS de la personne qui vaccine, c'est meilleur pour la traçabilité. Mais par contre, si vous voulez être payé immédiatement, il faut utiliser la CPS du titulaire. Eh bien, merci Philippe Besset, merci Thierry Guillaume pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end.